d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Elle est donc en relation, si ce n'est constante, en tout cas quotidienne et régulière, avec les représentants locaux, mais également les familles. Encore un petit peu. Allez, Voilà, très bien. Voilà, ça sera plus simple. Pour ma part, ça fait 10 ans que je travaille aux côtés de l'AVEN et aussi de l'association Aurora et Tatou, que je suis les dossiers dans le cadre de procédures qui ont changé avec les années et malheureusement pas pour aujourd'hui encore les résultats qui étaient espérés. Je le rappelle, il y a de cela encore 10 ans et ce jusqu'au... J'avais encore aujourd'hui, mais bien moins, nous avions initié de nombreuses procédures devant les juridictions de pension militaire. Procédures auxquelles nous avons progressivement renoncé à la faveur de ce dispositif légal qui a été adopté en 2010 et qui a fait l'objet de beaucoup, enfin qui a suscité beaucoup d'espoir compte tenu de l'objectif qui était affirmé, mais malheureusement et manifestement pas assumé par le ministère de la Défense, un objectif qui devait consister en, d'une part, reconnaître les conséquences sanitaires des essais et, d'autre part, aboutir à une indemnisation rapide et efficace des victimes et, parfois malheureusement, de leur famille. À ce jour, le constat est malheureux puisque, fort de cet espoir déçu, nous constatons que sur les presque 400 demandes d'indemnisation qui ont été formées par le cabinet, en votre nom, seules 7 personnes ont à ce jour reçu une offre officielle d'indemnisation de la part du ministère de la Défense après un avis favorable du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Cette offre d'indemnisation, plus de 300 rejets, ou quasiment 300 rejets, dont près de 250 sont actuellement pendants devant le tribunal administratif. Nous avons déjà eu des jugements et il y a une cinquantaine de procédures qui sont déjà en phase d'appel devant les cours administratifs d'appel. Donc on constate bien que malheureusement, l'objectif initial n'est pas abouti et l'objectif qui était notamment, je cite les propos du ministre, qui était de mettre un terme à de tristes batailles juridiques, n'a fait que renforcer et même aggraver les procédures, puisque donc, nous avons, je l'ai indiqué, près de 300 procédures en cours devant les juridictions administratives. Certains d'entre vous ont fait l'objet d'une décision de rejet, ont une procédure pendante devant un tribunal. Certains ont obtenu une audience, d'autres l'attendent parce que il s'avère que devant les juridictions administratives, le délai d'attente pour une audience est extrêmement long. Donc, malheureusement, en effet, nous sommes confrontés à une lourdeur procédurale, je dirais presque sans précédent et surtout extrêmement paradoxale par rapport à l'objectif initial. Alors, avant d'aborder les changements qui sont intervenus récemment par l'adoption du décret qui amende les précédents, comment cela se passe-t-il lorsque l'association nous transmet votre dossier qui est étudié par Sabrina et moi-même, complété en vue d'un dépôt de la demande auprès du CIVEN. À partir du moment où nous adressons la demande auprès du CIVEN à l'appui des pièces qui sont requises dans le cadre de cette procédure, donc nous demandons souvent, parfois pas forcément souvent d'ailleurs, des compléments de pièces pour compléter ces dossiers. Nous le transmettons au CIVEN. Le CIVEN accuse dans un premier temps réception du dossier. Pour autant, jusqu'à présent, ce courrier d'accusé-réception n'a jamais fait partie les délais impartis au CIVEN pour prendre un avis, en tout cas non, impartis au ministère de la Défense pour prendre une décision. Le délai qui commence à courir à compter du moment où le CIVEN estime que le dossier est complet. Alors on constate à l'usure que ce courrier qui informe de ce stade, du début de l'instruction, c'est-à-dire que le dossier est considéré comme complet, a tendance ces derniers temps à être de plus en plus long. C'est-à-dire que nous obtenons ces courriers parfois avec plusieurs mois de retard. Alors,
parfois c'est pour des raisons qui peuvent s'expliquer. En effet, il manque au dossier des pièces que nous n'avions pu alors transmettre. Malheureusement, de plus en plus, on constate que c'est parce que, pour des raisons beaucoup plus logistiques, c'est que comme ils savent que ce courrier fait courir le point de délai et qu'ils ne sont pas en mesure de respecter le délai imparti par la loi, ils prennent un petit peu leur temps pour adresser ce courrier. Bon. Une fois qu'on a la confirmation que le dossier est complet et que l'instruction peut courir, le ministère dispose d'un délai de 6 mois pour prendre une décision. Et ce délai peut être monté de 2 mois s'il y a une expertise qui est ordonnée, sachant que jusqu'à présent, les seuls cas où il y a eu une expertise mise en œuvre, ce sont les cas où le ministère acceptait d'indemniser. Donc il s'agit des expertises, non pas sur le lien de causalité, mais sur les préjudices subis. Dans un premier temps, sur le tout début du fonctionnement de ce dispositif, le ministère nous notifiait aux intéressés une décision de rejet. Je systématise vu les rares cas de décision favorable. Ces décisions de rejet ont fait l'objet, si ce n'est systématiquement quasiment, l'objet donc d'une contestation auprès du tribunal administratif. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus, le ministère s'abstient de prendre des décisions de rejet, manifestement parce que les services sont engorgés de demandes et que l'instruction n'arrive pas à respecter leur délai. Malheureusement, ça c'est leur problème en quelque sorte. Donc nous saisissons tout de même la juridiction administrative contre des décisions de rejet dites implicites, puisque nous n'avons pas eu de rejet de décision dans le délai imparti. Nous estimons qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet. Et il arrive parfois qu'en cours de procédure, devant les tribunaux, le ministère notifie cette décision que nous joignons à la requête auprès du tribunal. En 4 ans d'exercice de ce contentieux, puisque malheureusement nous sommes toujours en phase contentieuse et non pas administrative, puisque ce qui aurait pu être limité et administratif s'il y avait eu des offres d'indemnisation, quasiment systématiquement. En tous les cas, si nous étions confrontés à un système d'indemnisation qui indemnisait réellement, ce qui n'est pas le cas, nous avons commencé depuis 2 ans à avoir des jugements, à être entendus en audience et à recevoir des jugements rendus par les juridictions administratives. Alors, il y a en effet des décisions défavorables, mais il y a aussi des décisions que je qualifierais de favorables, même si nous n'en sommes pas encore au stade où les conséquences tangibles de ces jugements favorables vous serez connues, à savoir le versement d'une indemnisation et puis une décision définitive qui vous permet de passer à autre chose. En revanche, nous constatons qu'un grand nombre de juridictions sont sensibles à notre argumentation, qui est de dire le dispositif légal, la loi de 2010, est une loi qui est censée être favorable aux victimes. Elle est favorable parce que c'est une loi qui a prévu ce qu'on appelle la preuve par présomption de causalité. C'est une loi qui reconnaît que les maladies radio-induites, enfin les cancers qui sont visés, sont des cancers dits sans signature, dont on ne pourra jamais prouver qu'elles sont en lien direct et certain avec tel agent cancérogène, que ce soit les rayonnements luisants, que ce soit l'amiante, que ce soit le benzène, l'exposition également au tabac, et que dès lors, comme la preuve certaine ne peut être établie, on ne peut raisonner, pour permettre une juste indemnisation des victimes, on ne peut raisonner que sur la base d'une présomption. La loi a prévu que si le demandeur remplit des conditions médicales et géographiques et temporelles, à savoir être porteur d'une maladie visée dans le décret et avoir été présent dans une zone concernée par les essais nucléaires à une période de contamination effective, donc ces zones et ces périodes sont visées dans la loi et dans les décrets d'application, dans ce cas-là, on va présumer que la maladie est la conséquence de cette présence dans cette zone et à cette période. La loi prévoit une limite. Elle était déjà critiquée à l'époque des débats.
dont on sentait qu'elle pouvait être à l'origine d'un dysfonctionnement, on va dire, de l'esprit de la loi, puisque la loi prévoit que ce principe de présomption peut être renversé par le ministère de la Défense si celui-ci prouve que le risque auquel a été exposé l'intéressé peut être qualifié de négligeable. En gros, il s'agit si la probabilité de risque est négligeable. On constate que le CIVEN utilise une méthode, c'est un logiciel, certains l'appellent la machine, et souvent en audience, à la lecture du mémoire, de la partie adverse, parfois dans certains rapports lus par le rapporteur public, il est indiqué que le demandeur critique la méthode du CIVEN. Nous ne critiquons pas la méthode du CIVEN réellement. Nous critiquons la pertinence des données qui sont introduites dans cette machine. Puisque c'est la nature de ces données qui vont en effet avoir un impact sur le calcul de cette probabilité de risque qui est, pour être négligeable, est estimée par le ministère de la Défense à inférieure à 1%. Ces données sont des données assez classiques, le sexe de l'individu, son âge au moment de sa présence sur les sites, l'âge au moment de l'apparition de la maladie, la nature de la maladie, et puis il y a celle qui va faire ou vont faire tout basculer, qui est la surveillance médico-radiobiologique. Il y a ils sont intégrés les résultats de surveillance mis en place par le ministère de la Défense au moment de la présence sur les sites. Ces résultats sont de double nature, puisque le risque lié au rayonnement UV est par nature double. Les examens destinés à mesurer l'exposition externe, à savoir l'irradiation, donc il s'agit du dosimètre, et les examens destinés à mesurer la contamination ou exposition interne par inhalation, ingestion de gaz ou poussière radioactifs. Et là, il ne s'agit pas du dosimètre, mais du spectre, enfin de l'anthropospectrogammamétrie, des analyses d'urine, des analyses des selles. Alors, je dirais que la critique serait plus difficile si le ministère de la Défense pouvait pour chacune des victimes produire des examens mis en œuvre, si ce n'est quotidiennement, en tous les cas réalisés de manière régulière pendant toute la période de présence sur les sites, et produire des résultats d'examen qui soient conformes aux risques auxquels les intéressés ont été exposés. Ce risque est double, donc il devrait y avoir pour chacun des résultats de dosimètre, certes, mais également des examens anthropogammamétriques, des analyses d'urine, des analyses des selles qui soient réalisés au bon moment et régulièrement pendant toute la période concernée. Il se trouve que ça fait quand même un certain nombre que je travaille sur ces dossiers et il est rare, si ce n'est quasiment jamais, de retrouver pour chacun de telles données. La plupart du temps, il y a une absence totale de surveillance médico-radiobiologique. C'est-à-dire une surveillance spécifique liée au risque au rayonnement ionisant. Ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les résultats des dosimètres. Dosimètres qui sont absolument inaptes à mesurer le risque principal auquel les personnes qui ont été présentes sur les sites ont été exposées pendant les périodes de tir aérien ou souterrain. Notre critique fondamentale est donc fondée sur le fait que le ministère de la Défense, au lieu de reconnaître qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de protection, plutôt de mesures de surveillance nécessaires, et qu'il serait bien en peine de rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu contamination, utilise cette absence de mesures de protection en renversant la logique et de dire il n'y a pas eu de surveillance radiobiologique parce que l'intéressé n'était pas à un poste radiologiquement exposé. Alors, je veux bien croire, même si je n'y crois pas, qu'en 1966, le ministère de la Défense estimait que M. X, présent à Mururoa, boulanger à bord du BSL Rance, estimait qu'il n'était pas à un poste radiologiquement exposé. Mais il se trouve qu'en 2010, si je lis les premières lignes de la loi, c'est bien, on reconnaît
les conséquences sanitaires des essais, on détermine les zones et les lieux qui sont concernés par les essais, donc cette reconnaissance est officielle, donc peut-être qu'en 1966, ils estimaient qu'ils n'étaient pas radiologiquement exposés et qu'il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre toute la batterie d'examens susceptibles de permettre la mesure de cette contamination, sauf que, aujourd'hui, on reconnaît qu'il était dans une zone contaminée. Le ministère de la Défense doit rapporter la preuve qu'il existe un risque négligeable. Cette preuve, il ne peut pas la rapporter s'il ne produit pas les mesures de contamination. Des mesures qui permettraient de dire, voyez, les résultats sont négatifs, donc il n'y a pas eu de contamination. Après, on pourra toujours critiquer la mise en œuvre de ces examens, mais nous n'en sommes même pas là. C'est-à-dire que ces examens sont dans, je ne sais pas, 80% des cas, 90% des cas, inexistants. Et le ministère de la Défense d'introduire pour chacun une dose forfaitaire, dont on ignore d'ailleurs totalement comment elle a été reconstituée, une dose forfaitaire de 0,2 millisieverts par mois de présence sur les sites exposés, ce qui fait que, bon, comme on est proche de 0, c'est sûr que lorsqu'on met 0 dans un logiciel, en tous les cas dans un système de calcul, on obtient guère plus que 0 et des poussières. Cet argument, un grand nombre de juridictions y ont été sensibles, reprochant au ministère de la Défense finalement un raisonnement purement statistique qui est bien loin de ce que prévoit la loi, puisque cette preuve qu'il doit rapporter doit être fondée sur la nature de la maladie et les conditions de l'exposition de l'intéressé. Dans un premier temps, certaines juridictions se sont bornées à annuler les décisions de rejet, renvoyant le dossier en l'état à l'examen du ministère de la Défense. On s'est retrouvé dans une situation relativement ubuesque, puisque fort d'une décision favorable, puisqu'il y avait quand même annulation des décisions de rejet, on se retrouvait devant le CIVEN, qui était censé reprendre l'instruction de la demande, qui nous retournait finalement un silence assourdissant, et qui, la plupart du temps d'ailleurs, ne répondait plus. Donc, en l'absence de réponse 6 mois après le jugement, on ressaisissait le tribunal administratif. Ça a été le cas à Caen, ça a été le cas à Papeete. Parce que les premiers jugements favorables qui ont été rendus, enfin les premiers jugements tout court ont été rendus par la juridiction de Papeete, contre l'avis du rapporteur public qui était défavorable. Et donc nous saisissions contre une nouvelle décision de rejet, mais cette fois une décision de rejet implicite. Alors, en cours de procédure, donc je l'indiquais, souvent le ministère de la Défense réagissait un peu tardivement, dit hop, on va vous donner d'autres motifs de rejet. Alors, au lieu de faire une page, comme ça, c'est la première décision de rejet, vous l'avez dû recevoir, vous avez un courrier du ministre, de l'autre l'avis du CIVEN, c'est quelques lignes avec les données qui sont rentrées dans la machine. C'est la nouvelle décision de rejet, fait une page de plus, mais n'est guère plus convaincante. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans le tribunal administratif en se disant mais combien de temps on va devoir faire des allers-retours comme ça? Donc on a rajouté au fil du temps de nouvelles demandes auprès du tribunal, à savoir une injonction faite, non seulement l'annulation, mais l'injonction faite au ministère de la Défense que d'indemniser. C'est-à-dire on reconnaît que la présomption s'applique, le ministère de la Défense n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe que le risque est négligeable, donc maintenant vous reprenez le dossier, mais vous ne reprenez pas l'instruction du dossier au stade de est-ce qu'il y a ou pas présomption, vous le reprenez pour indemniser. Vous avez d'ailleurs une assiette budgétaire de 10 millions, ce serait dommage de gâcher, vous avez les capacités de demander une expertise médicale, vous avez des médecins pour ça, donc vous ordonnez une expertise si vous l'estimez nécessaire, c'est pas à nous le tribunal de le faire. Bon, j'extrapole un peu parce que tout ça n'est pas écrit dans la décision. Et donc, en tous les cas, procéder à l'indemnisation directe des victimes. Là, ces décisions-là, ces jugements ont davantage dérangé le ministère de la Défense, qui avait encore la possibilité à ce stade de se dire, bon, on a montré qu'on s'est un peu battu, mais on va lâcher du reste et on va indemniser les personnes pour lesquelles donc, les juridictions administratives ont statué favorablement aux demandeurs. Loin s'en faut, le ministère a fait systématiquement appel, donc contester ces décisions devant les cours administratives d'appel compétentes. Troisième cas de figure, le plus récent, nous avons commencé à demander, notamment pour les personnes qui revenaient pour la seconde fois devant les juridictions administratives, que le tribunal indemnise directement.
On lui a demandé, on lui a dit voilà la situation, on ne s'en sort pas. Vous voyez bien qu'il y a présomption de causalité, que le ministère ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Et quand, donc, pour ne pas perdre de temps, indemniser directement. Et là, 2 semaines, c'est ce qu'a choisi de faire le tribunal administratif de Papeete dans 2 dossiers qui lui avaient déjà été soumis 2 ans auparavant. Et dont elle avait pu constater que la situation donc n'avait pas changé. Donc, dans l'un des dossiers, elle a ordonné une expertise, mais uniquement pour permettre une meilleure évaluation des préjudices. Il s'agissait du dossier d'un demandeur atteint d'un cancer. Le second dossier, dans le cas d'une personne qui était malheureusement décédée des suites de sa maladie, le tribunal a fixé directement le montant de l'indemnisation. Alors, nous allons voir si le ministère s'entête et fait appel de ces décisions. Ce qui me permet de commenter sur le nouveau décret, les modifications apportées au... Je ne sais pas si ce sont des modifications apportées au système, en tous les cas sur l'organe qu'est le CIVEN. Un des reproches qui était fait au dispositif légal, en effet, c'était finalement d'avoir un comité qui n'était pas doté de la personnalité morale, qui dépendait directement du ministère de la Défense. Donc nous avions finalement un organe d'indemnisation qui était juge et partie, puisque celui-même qui était chargé de la surveillance des sites et donc des conditions dans lesquelles les militaires, les appelés, même les salariés étaient exposés ou en tout cas protégés, allait devoir, plusieurs années plus tard, décider qui pourrait être indemnisé ou plutôt qui ne serait pas. Aujourd'hui, et c'est une modification non négligeable, le CIVEN devient une autorité administrative indépendante qui ne dépend plus du ministère de la Défense, qui va instruire les dossiers et qui prendra les décisions. Il sera composé, comme il est déjà, de médecins, et notamment d'un médecin. Un des médecins sera proposé par les associations référentes de défense des victimes. Nous verrons comment fonctionnera ce nouveau CIVEN. Pour ma part, j'attends de voir. J'attends de voir, parce que cela fait 10 ans et même un peu plus pour le cabinet que nous défendons ces dossiers, qu'il y a eu des évolutions, c'est certain, qu'il y a eu des évolutions parce que vous vous êtes engagés, parce que les associations ont fait parler d'elles, ont continué à lier des liens avec le monde politique pour faire avancer et notamment pour obtenir l'adoption du texte de 2010, mais on l'a vu, ce texte de 2010, si l'esprit y est, dans la pratique, ça ne fonctionne pas, mais ça peut fonctionner. Ce qui est dommage, c'est lorsqu'on a une loi qui ne peut s'appliquer que s'il y a une volonté politique de la faire appliquer. C'est dérangeant. Et c'est dommage, en effet, de devoir systématiquement faire appel aux juges pour qu'ils fassent appliquer ce texte, qui est en plus soumis à l'interprétation. Donc on verra si le CIVEN décide... On parlait d'avoir une application bienveillante du texte, peut-être est-ce que c'est le terme approprié. C'est regrettable justement de devoir faire appel à la bienveillance pour faire appliquer un texte. Il me semble qu'il y a des critères qui ont été déterminés par la loi, un critère médical, un critère géographique, temporel. Il devrait y avoir aussi des critères dans la preuve que doit rapporter le ministre de la Défense, enfin le ministère et donc le CIVEN maintenant, ou non, le ministère auprès du CIVEN pour renverser cette présomption. Le terme présomption et preuve, ça, je ne sais pas si ça vous parle, ce sont des termes très juridiques, mais ils sont extrêmement importants. La présomption, c'est quelque chose de favorable. On ne va pas vérifier s'il peut y avoir d'autres causes. On se satisfait du fait que les conditions sont remplies. La preuve, elle est stricte. La preuve, c'est celle qui vous était imposée dans le cadre de l'application du Code des pensions militaires. Lorsqu'on introduisait des demandes auprès des juridictions de pensions militaires, on devait rapporter la preuve du lien direct et certain entre la maladie et le service.
ça induit un contentieux extrêmement lourd et qui a fait l'objet peut-être de 3 décisions définitives favorables, 3-4. Cette preuve, on demande qu'elle soit aussi stricte qu'elle l'a été à l'égard des victimes, maintenant qu'elle soit aussi stricte à l'égard du ministère de la Défense. La preuve du lien négligeable ne peut être apportée que si le ministère prouve que l'intéressé n'a pas été exposé. Il ne peut le prouver que s'il apporte les résultats d'examen de contamination interne, principalement, et des résultats qui n'auraient pas été mis en œuvre à l'arrivée de l'intéressé, cela nous intéresse peu, et des résultats qui n'auraient pas été mis en œuvre 6 mois après les tirs. Ça veut dire produire pour chacun un dossier sérieux qui montre qu'ils n'ont pas été contaminés. La bonne façon d'examiner les demandes d'indemnisation, c'est de dire « Alors, le ministère, dites-moi, montrez-moi le dossier médical. Vous n'en avez pas ? Voilà. Vous n'en avez pas, vous fermez la porte, vous indemnisez, et on passe à autre chose. » C'est voilà. Donc, c'est pour ma part la seule façon d'examiner ces dossiers pour permettre une indemnisation rapide et efficace sur le fondement de ce dispositif légal. Quand j'indique, parce qu'on nous impose, on nous a opposé que si pour le ministère, rapporter la preuve que le risque était négligeable, ça pouvait consister à rapporter une preuve impossible. C'est absolument pas impossible. J'ai vu certains dossiers de salariés du CEA qui sont épais comme ça, alors qui sont critiquables aussi, hein, mais qui sont épais comme ça. Vous avez des analyses d'urine, vous avez des analyses des selles, vous avez des prélèvements nasaux, vous avez des spectranthropogammamétriques, plus des dosimétries à peu près au poignet, au bras. Et encore, ils sont critiquables sur toute une carrière. Mais vous avez ça de dossier. Et pour cela, le débat sera encore devant le CIVEN, il peut y avoir des discussions. Parce qu'il y a des données. S'il n'y a pas de données, apportées par le ministère de la Défense, vous ne pouvez pas faire fonctionner la machine. Donc la présomption doit s'appliquer. Alors c'est pas vous que je dois essayer de convaincre. Pour ma part, mon rôle est de convaincre les juridictions. Le rôle des associations, avec votre engagement, est de convaincre aussi vos représentants locaux et nationaux de faire avancer la cause, de ne pas se démotiver. Et j'en arriverai à la question de la mobilisation. Les représentants régionaux, j'en ai vu beaucoup aujourd'hui, sont très engagés au quotidien pour vous aider, vous renseigner. Il est important d'être présent aux audiences. Il est difficile pour un avocat de plaider une cause aussi sensible dans un silence assourdissant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut crier derrière l'avocat, mais ça signifie qu'on sent le vide de la salle. Il y a une différence entre une audience où il y a ne serait-ce qu'une dizaine de personnes présentes et où il n'y a personne. Je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer. Certains sont malades. Pour certaines familles, il y a des éloignements aussi géographiques. Mais je crois possible, compte tenu de l'importance de l'association et du nombre d'adhérents, que dans chaque région, il puisse y avoir une petite délégation qui se présente. Ça ne fait pas forcément changer les choses, dans le sens où ce n'est pas parce qu'il y aura 20 personnes que la décision va être favorable alors que l'avis du rapporteur public était défavorable. Ça a un impact d'abord parce que je crois au fond de moi que les magistrats se sentent investis d'une responsabilité complémentaire lorsqu'ils ont des témoins des personnes qui sont présentes et des témoins aussi de leurs décisions. Ça a une importance parce que si vous vous déplacez et si vous faites le nécessaire, il y aura aussi une présence de médias
locaux et que c'est le silence qui est